Et nous voilà de retour, madame, messieurs, à notre magazine de télévision. Comment ça va chez vous? Pour nous, aujourd'hui, on est de bonne humeur. C'est malgré cette température. Nous sommes à Montréal, madame, messieurs, actuellement. Donc, si vous nous suivez à partir de YouTube et que vous êtes sur le continent africain ou que vous êtes en Europe, sachez qu'il y a une émission ici. C'est un magazine télé où on met l'accent sur les réalités africaines, ici même en Amérique du Nord. Et on parle aussi naturellement des questions qui nous concernent ici, monsieur, madame, tout le monde. Et aujourd'hui, à l'émission, nous recevons monsieur Joël Asher Lévy Cohen. J'ai tenu à lire son nom parce que j'aime bien prononcer les noms de mes invités. Ce n'est pas la première fois qu'il vient à notre émission de télévision. C'est pratiquement, on me l'a rappelé tout à l'heure, c'est pratiquement la 4e fois. Vous l'avez certainement vu à notre émission de télévision. Et nous allons mettre l'accent au cours de cette interview. On va parler en fait de la question congolaise, de la crise congolaise, hélas. On va parler ici, comment dirais-je, de ce pays africain en plein cœur du continent africain qui vit une crise politique pratiquement depuis les années 96, on devrait dire à ce jour, pour le grand public. Mais pour nous, les Congolais, en fait, la crise congolaise démarre à partir de son accession à la politique, en fait, à l'accession à l'indépendance politique, le 30 juin 60. Et en 61 déjà, Patrice Lumumba, le premier ministre, sera assassiné. Et de là part justement cette crise qui a eu qui nous a emmenés vers Mobutu et autres. Aujourd'hui, nous recevons M. Joël Asher, qui lui est un journaliste professionnel, qui a fait ses études au niveau de l'Europe, au niveau du Congo et même ici aussi, un expert justement sur les questions congolaises. On va parler justement de ce qui se passe. Il y a eu négociation, on a vu dernièrement le président Tshisekedi à Washington avec toute une grande délégation. On l'a vu avec le président en fait actuel, se serrer la main, prier ensemble. Donc on suppose que tout est beau. Lorsqu'on suit les chaînes telles que TV5 et autres, on nous dit par contre ça continue sur le terrain. Et dernièrement, on nous parlait d'une rencontre possible qui aura lieu à Luanda, en Angola, entre les belligérants et le gouvernement congolais. Bonjour, merci de votre présence à l'émission. Bonjour Henri. Comment ça va? Ça va très bien, merci. C'est toujours un très grand plaisir de revenir à votre émission. On ne s'est pas revu depuis quand même, quoi, depuis même avant les fêtes. Hein. Donc on s'est revu en 2005 finalement. En 2025. 2025, hein. Oui, je pense que ça devait être au mois de septembre. Ben voilà, donc là on est en 2026. Oui, tout à fait. Vous n'êtes pas facile à joindre. Hein. Vous êtes partout, là. Vous voyagez beaucoup. Vous avez vraiment l'expérience. Vous êtes très courageux de pouvoir voyager. Parce que quand on voyage, il y a toutes sortes d'aventures de voyage. C'est terrible. Oui. Alors, vous êtes là parti à gauche et à droite, mais ça va quand même. Ça va. C'est parce que je suis aussi impliqué dans le domaine humanitaire avec l'organisation de l'Union haïtienne, qui est une ONG qui travaille en Haïti et qui a réussi à s'étendre dans la Caraïbe, un tout petit peu en Amérique centrale, et puis qui vient d'ouvrir des succursales en République démocratique du Congo et en Angola. Oh, ouais. Et ça c'est dans le but de... Oui, dans le but, parce qu'il faut bien comprendre que la philosophie de l'organisation de l'Union haïtienne, c'est de faire en sorte que les gens qui se retrouvent en marge de la société, qui sont sur le bord de la route, il faut que ces gens-là arrivent à avoir accès à des soins primaires au niveau hospitalier. Donc voilà un peu la philosophie qui tourne autour de l'organisation de l'Union. Voilà, mais alors là, pour les Congolais qui nous suivent maintenant, ils seront très contents. Parce que les besoins primaires, les soins primaires, c'est quand même, c'est l'élément numéro 1. Oui. Quand on n'est pas en santé, on ne peut rien faire. Oui, tout à fait. Parce que c'est la santé qui commande le développement. Donc vous avez la santé, l'agriculture, l'éducation, qui sont quand même des pôles très importants et qui déterminent la santé économique d'un pays. Bien sûr. Je dois, pour notre public, certains parmi eux, évidemment, vous ont vu, même sur YouTube, parce que j'ai eu des très bons commentaires, justement. C'est pour ça que je vous réinvite à cette émission. Un très grand Mais d'autres ne vous ont pas vu, d'autres vous découvrent aujourd'hui. Qui êtes-vous, juste? Bon, un homme très simple,
Très gentil. Allez. Bon, d'accord, c'est l'humilité. Qui êtes-vous, s'il vous plaît, qui êtes-vous? Je sais que vous êtes un grand. Moi, comment je peux me définir? Joël H.R. Lévy-Cohen. Vous êtes un grand journaliste, monsieur. Vous écrivez beaucoup. Allez-y. J'écris beaucoup. Oui. Donc, les gens peuvent me découvrir en tapant mon nom dans le moteur de recherche de Google. Donc, ils vont découvrir qui je suis, qu'est-ce que je fais. D'accord. Et vos écrits, synthétiquement, mettent l'accent sur quel élément? Ça dépend. Oui. Je peux écrire autant sur la politique, l'économique, le social. Tout à l'heure, on parlait de l'organisation de l'Union haïtienne. Donc, je mets un accent aussi très, très, très particulier sur la santé. Et vous avez une formation, je dirais, plutôt juridique, n'est-ce pas? Oui, donc une formation en droit, une formation littéraire, en lettres. Donc, ça fait que je touche pratiquement tout comme un chef d'orchestre. Vous êtes congolais, vous avez étudié au collège Albert Ier, qui est le collège de l'élite, qui fut le collège de l'élite. Et d'ailleurs, j'ai vérifié parce que j'ai été là moi aussi, et j'ai souffert là-bas. Et beaucoup plus tard, j'ai été vérifié, cette école-là, le collège Albert Ier, dirigé par les pères jésuites, ça a été créé au Congo pour les enfants des colons belges. Oui, ça c'est en 1932. En 1932, oui, les jésuites ont créé cette école-là pour les enfants des colons qui vivaient là. C'était d'abord pour les enfants des colons, et puis lorsqu'arrive la période des indépendances, donc automatiquement les enfants des... en 60, on va le préciser, en 60. Donc le 30 juin 60, c'est la date de l'indépendance du Congo. Oui. Donc à partir de là, et même un tout petit peu avant, on commençait petit à petit à recevoir quelques petits noirs. Enfants, de petits noirs de la colonie. Parce que c'était seulement pour les blancs, là. Oui, avant. Tout à fait. Exactement. Tout à fait. Et d'ailleurs, même quand vous allez regarder le site du collège Albert Ier, puisqu'il diffuse aussi des photos de l'époque, et même dans les années 50 et 60, et petit à petit, on voit des petits noirs qui arrivent et qui sont entourés par une mer de blancs. Et ça se passe en pleine Afrique centrale. Oui, tout à fait. Bon, d'accord. Ceci dit, je ferme la parenthèse parce que moi, ça me rappelle des souvenirs terribles. Les pères jésuites, ils sont exigeants. Exigeants. Bon, il faut aussi souligner que j'écris des bouquins, j'écris aussi des livres. Oui. J'ai écrit dernièrement... vous avez présenté mes ouvrages. Oui. Le premier ouvrage que j'ai écrit, c'est Le Testament de Patrice Emery Lumumba, dans lequel je présente, la vision politique de ce grand leader panafricaniste, nationaliste, qui a participé à l'indépendance du Congo et qui voyait l'Afrique comme étant un continent où tous les États devaient se liguer pour booster leur développement et le progrès social de leur population. D'où donc le panafricanisme. D'où le panafricanisme dans la mesure où il était en contact avec les leaders de l'époque, les indépendants, Kwame Nkrumah, le Ghanéen, le Guinéen Sékou Touré, etc., etc. Quand j'entends parler, là, vous êtes en train de m'écarter complètement là, sur mon sujet sur le Congo, mais quand même, parce que là, ce sont des sujets que je lis, moi, très tard, à 3 h du matin, 4 h du matin, et qui m'énervent, sincèrement. Panafricanisme. Comme par hasard, j'ai constaté personnellement qu'on dirait que la plupart de tous ces panafricanistes-là, parce que moi, je suis quelqu'un qui les admire tellement, le courage qu'ils avaient à cette époque-là, on parle des années 50 à peu près, là. Donc, vous avez déjà cette vision-là. Vous avez cité Kwame Nkrumah. Moi, je parle ici de M. Nasser, Gamal Abdel Nasser. Il y a eu d'autres. Il y a eu Sékou Touré, bien sûr, Patrice Lumumba. Mais il y a un monsieur que je n'ai pas vu du tout, le roi du Maroc, Mohamed V. Oui. Mohamed V, semblerait-il que c'était un grand nationaliste et un grand panafricaniste avec Nasser. Et il y a eu même des soupçons de son décès, justement. Parce qu'il était un nationaliste et un panafricaniste. Et plus tard, on constate aussi Kadhafi. Plus tard, qui disparaît aussi. Pratiquement tous. Mandela, emprisonné.
Il a fait quoi, plusieurs années. On dirait que 27 tous ces panafricanistes-là, on les Il faut également citer Modibo Keïta, Oui. il faut le Malien, il faut citer l'empereur Haïlé Haïlé Sélassié. Sélassié, évidemment, oui, Haïlé Sélassié, oui, oui. Il faut aussi citer le Tanzanien Julius Nyerere. Nyerere, Oui. qui sont des grands panafricanistes, qui avaient une vision vraiment de cette Afrique. Mais on les a tous effacés graduellement, un à un, graduellement, pour les remplacer, je m'excuse, mais par des grands opportunistes. Vous êtes d'accord avec moi? Oui, ça c'est le grand malheur de la. Je m'arrête là. l'Afrique. On va aller tout de suite. Il nous reste quand même un petit peu de temps. La crise rwando-congolaise ou congolo-rwandaise comme telle, on a vu l'évolution de cette crise qui a conduit finalement à, comment dirais-je, à ce mariage quelque part entre le président américain, que tout le monde considère comme étant un petit peu bizarre, et l'actuel président congolais, M. Félix Antoine Tshisekedi. Lorsqu'on lit un peu dans les commentaires et dans les réactions de M. Paul Kagame, qui affirme, voilà, il est devenu l'enfant gâté, paraîtrait-il, de l'oligarchie internationale. Mais paradoxalement, lorsqu'on observe, je regarde quand même un peu partout YouTube, je lis un petit peu partout, je suis curieux, on veut savoir. On constate qu'il y a encore cette guerre continue. Il y a encore des morts quelque part sur le terrain. Il y a encore des gens qui ne sont pas du tout, comment dirais-je, installés. Un peu, c'est comme si, oui, on voit à la télévision, on voit les rencontres, on voit les signatures, mais sur le terrain comme tel, on dirait que c'est très lent. Pourquoi? Et autre chose, on nous parle beaucoup d'ici peu de cette rencontre qui aurait lieu à Luanda, À Luanda, oui. et non à Kinshasa même. Bon. Avec des opposants. Moi, j'ai posé cette question, et je vous la pose. J'en avais parlé comme ça très vaguement avec ma petite sœur, à qui j'ai dit, mais tiens, c'est bizarre. Jusque-là, il y a eu beaucoup d'infiltration dans la politique congolaise, ce depuis son accession au pouvoir à ce jour. Alors, si on veut essayer de mettre un terme à cela, à cette rencontre-là, on va exiger à tous les membres officiels qui seront là, n'est-ce pas, de passer un test d'ADN. Il y aura des médecins, des infirmiers, même avec la langue, même avec tes doigts, on peut facilement taper. Les appareils sont là. Et vous entrez dans la salle après. On aura la confirmation qui est congolais, qui est congolais, qui ne l'est pas du tout. Je m'arrête là, je vous laisse parler. Bon. Il est un fait que il y a eu deux processus, politiques et diplomatiques. En ce qui concerne la crise congolaise, donc. La crise congolaise, la crise dans l'Est de la République démocratique du Congo. Vous avez d'abord le processus de Luanda, qui met face à face le Rwanda et la République démocratique du Congo. Processus dont le continuum est le processus de Washington qui va aboutir aux accords de paix de Washington. J'insiste très bien, accords de paix. C'est-à-dire que vous avez là un acte juridique conventionnel qui met fin à une guerre, qui trace ou à la limite qui définit une transition de la situation de guerre à la situation de paix. Et à partir de là, on va mettre en place un certain nombre de mécanismes de contrôle, de vérification, tout comme on va définir un certain nombre d'éléments qui feront partie de ce qu'on appelle des concessions mutuelles entre les différents États. Mais l'objectif principal, c'est quoi? C'est de relancer, réchauffer la relation politique et diplomatique entre les deux États pour qu'ils puissent se parler. D'accord. Bon. Vous avez ce qu'on appelle le processus de Doha, qui découle du processus de Nairobi. Ok. Doha, ça c'est en Arabie Saoudite, n'est-ce pas? Au Qatar. Vers le Qatar, pardon. Ok, où il y a eu plusieurs rencontres des différentes délégations avec toujours les fameux rebelles, les membres comme tels. Les rebelles, oui. Et il y a eu signature également, là aussi. Oui. Donc la signature est intervenue le 15 novembre. D'accord. Et là, dans ce processus, on mettait face à face le gouvernement du Congo, avec les factions armées, rebelles, terroristes de l'Alliance Fleuve du Congo et du M23. Pour qu'ils puissent d'abord, dans un premier temps,
signer ce qu'on appelle un accord de cessez-le-feu, c'est-à-dire qu'on fait taire les armes, et puis par après d'aboutir à ce qu'on appelle un accord de paix. Donc c'est un accord cadre. Ça fixe un cadre de discussion avec un certain nombre de points. Oui. Une fois que c'est résolu, là on passe par ce qu'on appelle un accord de paix. D'accord. Et c'est cet accord de paix qui va faire taire définitivement les armes. Les armes. OK. Alors, où en sommes-nous? Là, vous avez quoi? Il y a eu des signatures, mais sur les terrains, Rien. rien. D'accord. Pourquoi? Il y a 3 raisons fondamentales qui justifient, qui font que les choses n'avancent pas sur les terrains. Premièrement, vous avez les forces rebelles de l'Alliance Fleuve Congo, tout comme du M23. La plupart des acteurs ont fait l'objet des condamnations pénales, des condamnations judiciaires de la part de la République démocratique du Congo. Pour quelle cause, quelle raison, quel motif? Mais les faits qu'on leur impute, les crimes de guerre, crimes de génocide et crimes, tous les crimes là. D'accord. Voilà. Pour avoir provoqué une crise humanitaire, pour avoir pris d'abord les armes contre le gouvernement du Congo. Donc, ces gens-là ont participé au processus de Doha, au processus de Washington. Quand ils font la lecture, ils trouvent qu'ils sont marginalisés dans les 2 processus. Oui. Et alors? Alors, donc, la guerre devient un moyen pour eux de faire pression sur le gouvernement du Congo pour obtenir le dialogue. Qui conduirait vers quoi exactement? Voilà. Pour eux, le dialogue va servir à 2 choses principalement. Obtenir ce qu'on appelle des mesures d'amnistie, c'est-à-dire on efface les condamnations. En effaçant les condamnations, ils vont aussi en même temps retrouver, comment dire, leurs biens qui ont été confisqués. C'est très important. Et d'un autre côté, pour garantir leur sécurité, donc ils se doivent d'investir les postes institutionnels de l'État congolais. Donc voilà la première cause de la continuation de cette guerre. En fait, j'utiliserai un terme qui fait rire tout le monde, donc ça veut dire blanchissement total. Tout à fait, tout à fait. Ça veut dire on a tué des millions de gens, des familles ont été complètement bousillées. Voilà, donc ça devient une sorte de prime à la guerre. Tu reviens à la vie normale, sans problème. Tout à fait, tout à fait, tout à fait. Deuxième cause, très importante, c'est l'évolution du discours rwandais au niveau des revendications. Rappelez-vous, quand la guerre a commencé, c'était quoi? Nous intervenons dans l'est du Congo, le Rwanda intervient dans l'est du Congo pour neutraliser, poursuivre, mettre hors d'état de nuire ce qu'on appelle les forces génocidaires qui ont trouvé asile, qui ont trouvé refuge dans l'est de la République démocratique du Congo. Évolution, par après, c'est quoi? Le Rwanda dit ceci, nous intervenons, c'est pour protéger les minorités rwandophones Tutsi Banyamulenge. Qui vivent au Congo. Qui vivent au Congo. Et aujourd'hui, on voit dans cette évolution-là, le Rwanda réclame quoi? Des terres qui ont été attribuées à la République démocratique du Congo par les colonisateurs. Deuxième source d'instabilité. Donc vous avez premièrement les condamnations, deuxièmement le discours, troisièmement c'est la surenchère géopolitique, géostratégique de la République démocratique du Congo de la part des puissances internationales. Pourquoi? Qui contrôle le Congo contrôle l'économie mondiale. Vous avez la Chine aujourd'hui qui contrôle les minerais critiques, les terres rares, ce qu'on appelle les matières premières stratégiques, précieuses, qui lui permet de dicter le tempo au niveau de l'économie mondiale, qui lui permet d'assurer son leadership économique dans le monde. Mais elle n'est pas prête à lâcher la République démocratique du Congo.
Vous avez aussi l'Union européenne. L'Union européenne considère toujours l'Afrique comme étant son arrière-cour, son domaine réservé, sa chasse gardée. Considère toujours. Toujours. Et sur quelle base? Mais les matières premières. Évidemment, en s'appuyant sur les rapports de force. Donc, on s'appuie, là, l'Union européenne s'appuie sur les anciennes puissances coloniales, la France, la Belgique, l'Allemagne, etc., etc. Parce que l'enjeu, c'est quoi? Mais ce sont tous les minéraux là qui définissent le leadership dans le monde et qui permettent à chacun des États de dominer les autres. Troisièmement, vous avez quoi? Vous avez les États-Unis. Si les États-Unis sont la première puissance du monde, c'est grâce à qui? Mais à la République démocratique du Congo, rappelez-vous, l'uranium du Katanga. C'était bel et bien cet uranium qui avait servi à la fabrication de la bombe atomique. De la bombe atomique. C'était sérieux, ça? C'est une histoire réelle? Mais c'est une histoire réelle. Donc vous pensez que pour les États-Unis aujourd'hui, donc le Congo devient une sorte de réassurance de son leadership dans le monde. Raison pour laquelle ils ont tendu la main au gouvernement Tshisekedi de discuter pour qu'on puisse expulser tous les intérêts chinois, que les terrains soient libres. De notre côté, les Européens qui disent c'est notre domaine réservé, les Américains s'ils veulent les expulser, les Européens qui ne veulent rien savoir. Et vous avez quoi? Vous avez les États européens qui aident le Rwanda contre le gouvernement de la République démocratique du Congo. Parce qu'ils veulent eux aussi garder leur mainmise, naturellement. Tout à fait. Un point très important. Tout à l'heure, on a parlé des anciennes puissances coloniales. Mais vous avez aussi en Europe de nouvelles puissances qui aident le Rwanda, la Pologne. Et pour cause? La Pologne aussi veut s'affirmer comme étant une grande puissance en Europe. Donc voilà le grand enjeu qui fait que les choses ne bougent pas sur les terrains. Et là, la clé de la solution, comme on l'avait dit la fois dernière, c'est le peuple congolais. S'il ne se réveille pas, c'est vrai qu'il y a une conscience qui est en train de monter sur place. On le remarque. Mais ça appartient au peuple congolais parce que c'est lui qui doit définir son destin. Lui et lui seul qui doit définir son destin. Il ne doit rien attendre des autres. Ce discours-là qui consiste, oui, les Américains viennent, mais cette guerre-là, qui vous l'a imposée? On a déjà dépassé, mon frère, notre temps. La conversation est très, très passionnante. 2026, nous allons clore l'interview par un dernier élément. Votre vision, votre perception globale sur cette année 2026. Rapido presto, comment est-ce qu'on la voit? D'abord, toute la grande question que l'on peut se poser, aurions-nous une troisième guerre mondiale ou pas? À ce point-là? J'espère que ça va être repoussé. À l'allure où vont les choses, je ne sais pas s'il faut jouer à la loterie pour savoir si... mais j'espère que l'être humain a une conscience qui lui parle. Il a un cœur qui lui parle. Pour lui dire ceci, c'est que la vie, elle est précieuse. La vie humaine vaut plus que de l'or. Il y a un grand auteur latin, Sénèque, que vous connaissez très bien. Il disait ceci: la vie humaine vaut plus que de l'or. Or, ce qui est en train de se passer, c'est quoi? C'est la démonstration que l'être humain est encore à l'âge d'enfant. Il doit grandir.
devenir adulte. La vie, elle est précieuse. Regardez tous ces conflits-là, les massacres. Pourquoi? Pour gagner quoi? Le pouvoir? Écraser les autres? C'est ça les empires. Quand je marche, tout le monde doit avoir la tête baissée, le regard fixé au sol. Même pas vous regarder ou avoir, parce que quand on regarde vers le ciel est bleu, c'est la liberté. Non, il faut avoir le regard tourné vers le sol. Parce que le sol, c'est beaucoup plus près. Avec la poussière, tout ça. Humus, humulus. L'humilité, c'est la poussière. Je respire la poussière. Je me fais petit. Écoutez, je dois vous dire encore une fois grand merci. Grand merci. Bonne année quand même 2026. Oui. On se revoit pour une prochaine émission. Oui, merci. Je vous le réciproque. Merci. Et je le réciproque aussi, comment dire, j'étends ces vœux-là à tous vos téléspectateurs que j'aime beaucoup. Et comme je l'ai dit, on croise des doigts. On espère que l'être humain est un humain. On l'espère quand même. Et que ce n'est pas un animal qui est là. Quand il regarde son père, il pense que son destin, parce que les animaux, quand ils se regardent, ils savent que celui-là, son destin, c'est dans mon ventre, dans mon issue. Il ferait mieux de regarder National Geographic. Merci. Restez là. Alors, madame, monsieur, restez là. Nous sommes de retour tout de suite, après ces réclames publicitaires. Et voilà, madame, monsieur, c'est déjà la fin de l'émission. Nous espérons que vous avez aimé. N'hésitez surtout pas de nous faire part de vos commentaires. Vous souhaitez prendre de la pub, ce sera avec grand plaisir. Donc, à l'émission Ça va causer. Ici, Henri Ngaka, au revoir et gardez le sourire.